La formation sur Adobe Edge Animate, CC pour Creative Cloud, va commencer avec d'abord une petite introduction pour bien situer Edge Animate dans la grille des logiciels Adobe, mais aussi en fonction du marché. Alors j'ai un peu, de façon provocante, appelé cette introduction la fin de règne de Flash sur le web. Revenons au moins 15 ans en arrière, 20 ans en arrière. Et si vous vous souvenez, le web des premières années, c'était ça. C'était un affreux fond gris avec des pages web qui étaient essentiellement composées de textes entrecoupés d'illustrations. Vous voyez, avec des liens soulignés en bleu et avec des navigateurs comme Netscape à l'époque ou Mosaic. Enfin voilà. Et lorsque l'on voulait un tout petit peu illustrer les pages web, j'ai retrouvé, vous voyez, des pages d'époque, hein, lorsqu'on essayait de faire des objets correctement détourés, avec des objets qui sont placés un peu en quinconque. Et ce qui était très particulier à l'époque, c'était que, vu que c'était les débuts du web, eh bien, lorsqu'on voulait animer quelque chose, eh bien, on n'avait que le format GIF animé pour ajouter ces animations. Et donc, on a connu cette oversaturation de GIF animés qui sautaient dans tous les sens. Donc, il y a quelques pages qui sont devenues célèbres par leur surcharge visuelle. Et le problème, c'est qu'à l'époque, on se rendait compte déjà que un GIF, lorsqu'il est animé pendant 10 secondes, eh bien, ça commence à peser déjà lourd. Et à l'époque, on pouvait encore espérer avoir des vidéos, mais je me souviens en 1996, une vidéo de 25-30 secondes qui faisait 160 sur 120 pixels, ou 200 pixels de large, mettait 5 minutes à se charger. Voilà. Et elle pesait environ un peu moins d'1 méga. Voilà. Et donc, on avait du texte, on avait des images statiques, on avait des GIFs animés, et on avait de la vidéo. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va avoir entre les deux pour pouvoir animer des pages web, mais pas en utilisant de la vidéo, pas en utilisant des pixels, mais en utilisant vraiment le texte ou les illustrations. C'est alors qu'est apparu, au milieu des années 90, un logiciel qui s'appelait à l'époque Future Splash Animator. Et pour ceux qui connaissent Flash, ils reconnaissent l'interface de Flash avec les fameuses petites cases et les calques. Mais l'idée, c'était que, en fait, comment animer des objets en supprimant la notion de pixels. Parce qu'animer des pixels, c'est aussi lourd que traiter de la vidéo. Puisque une vidéo, ce sont des images, les unes derrière les autres. Et une image est composée de pixels. Donc voilà. Et l'idée, c'était que, en fait, c'était de créer un logiciel qui va être le premier pour véritablement proposer des animations sophistiquées pour le web, mais d'utiliser des vecteurs, les fameuses courbes de Bézier. Et donc, comment faire pour animer des vecteurs pour justement réduire de façon considérable le poids des animations. Pourquoi? Parce que quand on dessine par exemple une courbe, eh bien, il n'y a pas autant de pixels qui dessinent cette courbe. C'est une instruction mathématique qui dit de là à là, tu dessines une ligne, hein, on demande au logiciel de dessiner une ligne, et toutes les déformations de cette ligne sont plutôt des instructions mathématiques. Et donc ce n'est pas chaque fois un dessin différent. Et il suffit de comparer, comme aujourd'hui on compare, 10 illustrations vectorielles par rapport à 10 illustrations pixelisées. Et forcément, les illustrations pixelisées seront beaucoup plus lourdes que les illustrations vectorielles. Donc, Future Splash Animator, et il faut savoir que le nom vient de la réduction du nom Future Splash. C'est devenu Flash. Donc, c'est de là que vient le nom. Future Splash est devenu Flash. Alors, comme vous le savez aussi, Flash avait été donc racheté à un certain moment par Macromedia.
qui avait donc qui était devenu pratiquement un standard sur le web, puisque tous les sites avaient au moins une animation Flash. Il fallait un plugin pour pouvoir les lire, et on a vu dès 1997-98 un nombre considérable de sites Flash qui étaient réalisés sur Internet, mais qui proposaient aussi des sites très sophistiqués. Et à partir de 1997 jusqu'à 2007, Flash domine le web. Et entre-temps, en 2004, si je me souviens bien, en 2005, Adobe rachète Flash, rachète Macromedia, et donc par la même occasion, il rachète Flash. Et ici, à l'époque, quand Flash avait 10 ans, parce qu'officiellement Flash était sorti, pas Splash Animator, mais Flash avait 10 ans en 1997, il est donc sorti en 2007, Adobe fêtait les 10 ans de Flash. Et à cette époque, en 2007, Adobe était très confiant sur cette technologie, puisque tout le monde l'utilisait. Et lors de ce 10e anniversaire, ils avaient réalisé une présentation que j'ai eu la chance de capturer, parce que depuis lors, elle n'existe plus. Ils avaient fait une animation très sophistiquée qui montrait l'évolution de Flash avec différentes vidéos d'époque, les aspects historiques, les nouveautés, etc., etc. Et ils étaient très confiants parce qu'ils disaient avec Flash, vous pouvez faire plein de choses que vous ne pouvez pas faire avec les technologies HTML traditionnelles. Donc des animations spectaculaires qui répondent à des conditions en fonction du déplacement de la souris ou de telle action de l'utilisateur ou en fonction de telle base de données, eh bien, vous pouvez faire des animations spectaculaires. Et lorsqu'on écoute la vidéo du responsable du département chez Adobe Flash, qui est ce monsieur-là, qui est Kevin Lynch, qui est aussi passé sur cette année, il est passé chez Apple. Mais à l'époque, il disait l'avenir de Flash est tout tracé. Donc, il dit justement que Flash a bénéficié du développement de milliers de personnes dans le monde. Et ces milliers de personnes ont chaque fois demandé un certain nombre de fonctions et ont chaque fois forcé Adobe ou Macromedia à améliorer cet outil et à lui proposer un certain nombre de fonctions assez spectaculaires. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Alors, en 2007, la même année aussi, il faut se rappeler que Apple présente l'iPhone et son système d'exploitation iOS qui interdit Flash. Pourquoi Apple interdit Flash? Parce qu'après un certain nombre de tests en interne, après un certain nombre de discussions avec les développeurs d'Apple, eh bien, ils se sont rendus compte que Flash consomme énormément d'énergie. Ça peut vider la batterie d'un iPhone en test en 1 heure ou 2. Et la raison est toute simple. C'est parce que tout simplement à l'époque, quand Flash est sorti, bien, il a été conçu pour des ordinateurs de bureau. Il n'a pas été conçu pour des ordinateurs portables. Et c'est quoi Flash finalement? Ben, c'est un point d'ancrage avec un autre point d'ancrage qui est relié par un tracé vectoriel. Mais ça c'est du vecteur, mais il faut l'afficher sur l'écran. Et donc, 25 fois à la seconde, le système doit pixeliser ce qui est affiché dans le moteur vectoriel. Alors vous imaginez, avec une ligne ça va, mais quand on a des animations sophistiquées, la carte graphique, on va dire, le système graphique du téléphone, doit pixeliser en 25 images secondes en convertissant ce qui est vectoriel en pixels. Okay? Et donc aussi, Flash est un fichier propriétaire. Il n'est pas open source comme on dit, c'est-à-dire que Adobe a le contrôle absolu sur ce type de fichier.
Et quelques cas connus sont devenus un peu problématiques parce que on peut aussi coder un fichier pour éviter qu'on ne puisse aller dans le code. Et donc, il y a eu des fichiers flash qui pouvaient cacher des virus. Et donc, Apple s'est rendu compte tout simplement que Flash n'était absolument pas optimisé pour la plateforme mobile. Alors, malgré l'avertissement lancé par Apple, Adobe ne veut rien entendre parce qu'ils sont tellement dominants sur le web qu'ils poursuivent le développement du plugin Flash pour plateforme mobile. Et le problème, c'est que, je l'ai testé aussi, c'est que quand j'avais réalisé une application Flash qui était quand même assez compliquée, et un jour j'étais dans un magasin qui montrait les premières tablettes Samsung équipées du plugin Flash. Et là où la carte, notamment, ou l'application que j'ai réalisée était extrêmement réactive, par exemple une page qui se tourne, ben ça prend moins d'une seconde, eh bien, on voit ici que j'étais dans un magasin et je filme avec mon iPhone. Et vous voyez, par exemple, je voulais reproduire le rapport annuel que j'avais fait en Flash. Et vous voyez déjà que c'était pas très précis. Je n'arrivais pas à attraper le doigt, mais quand je tournais la page, c'était très très lent. Vous voyez, j'essaie d'attraper la page, donc encore une fois, c'était pas très précis. Et alors, c'est reparti. Et je veux tourner la page et je tourne la page. Et vous voyez qu'elle suit avec 4-5 secondes de retard. Donc, il y avait un souci. Mais entre-temps, l'iPhone est un succès considérable. Et Apple n'a pas encore présenté de tablette. Et les tablettes non Apple, comme vous venez de le voir, lisent les contenus Flash, mais c'est assez laborieux. Donc, et en plus de la lenteur, certaines fonctions ne sont pas reconnues. Par exemple, je me souviens qu'environ 10% des boutons ou des fonctions que l'on avait ajoutées dans cette application ne fonctionnaient pas. Alors, il y a eu toute une polémique, il y a eu toute une bronca à ce sujet. Donc Adobe qui commençait à faire des pages web spéciales en disant nous aimons Apple mais nous sommes pour l'universalité, etc. pour qu'un maximum de gens puissent lire les contenus. Et c'est jusqu'à ce qu'en avril 2010, Steve Jobs ait écrit une lettre publique, elle est toujours disponible sur le site web d'Apple, où il dit comme ceci: il est hors de question que l'expérience d'utilisation de l'iPhone soit ternie parce que Flash n'est pas optimisé pour les plateformes mobiles. Flash, je résume, donc, est une technologie dépassée qui nous rend dépendants d'outils de développement propriétaires. Apple veut que les gens utilisent des technologies open source comme HTML, JavaScript, CSS ou toutes sortes de technologies qui peuvent être vérifiées par n'importe qui, comme quand on vérifie le code d'un site web. Et beaucoup de gens étaient très sceptiques avec cette approche, parce qu'ils disaient c'est un standard établi et ça fonctionne. Et oui, mais Apple qui dit mais nous on peut vous le prouver, ça vide la batterie en 3 heures et c'est très lent et voilà, et ça peut cacher des virus. Et il s'avère que après 1 ou 2 ans après cette lettre, on se rend compte qu'Apple avait raison. Adobe n'écoute pas les arguments d'Apple et continue d'être très confiante sur l'avenir de Flash sur les plateformes mobiles. Et ils commencent à faire le forcing, c'est-à-dire que ils disent Apple ne veut pas de Flash, eh bien c'est pas grave, nous on continue. Et on était arrivé à une période où, par exemple, toutes les références à Apple commençaient à être retirées du site web. Quand les gens d'Adobe faisaient des démos, ils le faisaient exclusivement sur des tablettes non Apple. Et je me souviens de grandes démos Adobe aux États-Unis devant des milliers de personnes où il n'y avait même pas mention d'Apple, ni d'un iPhone, ni quoi que ce soit. Donc tout était réalisé en démo sur la plateforme qui voulait bien accepter encore Flash. En plus, c'était l'époque où InDesign CS 5.0 était sorti. Et dans InDesign CS 5.0, Adobe a ajouté des fonctions Flash pour animer les pages. Parce que sur le marché, il y avait déjà des tablettes. Avant que l'iPad ne sorte, des tablettes existaient
qui faisait tourner le plugin Flash. Et Adobe s'est dit, il y a un marché considérable. L'après-print, le post-print. C'est-à-dire que dans InDesign, on va ajouter des fonctions Flash qui vont permettre aux opérateurs InDesign de animer les pages, de faire ce qu'ils veulent en faisant animer les objets et en faisant des mises en page dynamiques, tant au point de vue de la base de données que dynamique au point de vue des animations. Et puisque InDesign existe déjà, eh bien, on va pouvoir simplement faire des mises en page pour le 21e siècle. Et c'est pour ça que nous avons notre plugin Flash pour plateforme mobile. Et à moyen et à long terme, Adobe dit, vous allez voir, on va faire le forcing, on va provoquer ce marché, on va utiliser la base installée, et Apple va devoir admettre son erreur. Mais c'était sans compter sur l'obstination de Steve Jobs, qui était absolument convaincu qu'il avait raison. En 2009, Apple est tellement confiante sur le concept de l'iPhone qui s'est vendu à des millions d'exemplaires qu'il présente l'iPad. Et ce qui est très intéressant, si on regarde cette vidéo de présentation de l'iPad, c'est que vous allez voir que Steve Jobs se plaît à montrer, alors que toutes ces démos sont parfaitement préparées. Et vous voyez qu'il montre l'iPad pour la première fois. Et regardez, il y a un petit carré vide avec un petit Lego. Vous le voyez? Eh bien, ce n'est pas innocent. C'est fait exprès. Pourquoi est-ce qu'il montrerait un défaut sur la tablette en lisant du contenu? Eh bien, en fait, ça, c'est un message. C'est un message au New York Times. Enfin, je crois que c'est le New York Times. Oui, c'est le New York Times. Et à l'annonceur. D'abord au New York Times et à l'annonceur, voilà. Il dit à l'annonceur, votre pub aurait pu apparaître sur la tablette qui va être la plus vendue au monde, parce que je sais que je vais faire un carton avec ça. Eh bien, vous ratez l'occasion d'apparaître sur ma tablette. Et le New York Times, d'un autre côté, va avoir un feedback négatif, puisque, regardez, on ne peut pas lire du Flash. Ça, ce n'est pas innocent. C'est fait en exprès. Parce qu'ils auraient choisi une autre page, ou alors l'expérience de lecture aurait été impeccable. Et donc, l'iPad apparaît, et là aussi, comme vous le savez, pendant 2-3 ans, l'iPad était la tablette qui a dominé le marché. En octobre 2010, et j'étais dans la salle, et c'était assez, pas électrique, mais on sentait un problème, on sentait une certaine tension. C'est que toutes les années, Adobe organise son grand salon Max, où une année consacrée uniquement à la créa, une autre année uniquement consacrée au développement web. Et le premier jour, il y a un keynote. Hein. Et le premier jour, ils ont uniquement parlé de Creative Cloud. Ils annonçaient Creative Cloud, donc il n'était pas encore disponible, mais ils annonçaient le concept des polices en ligne, des fichiers partageables, des applications intégrées gratuites, etc., qui étaient, voilà, d'un abonnement pas cher. Donc c'est une conférence qui était destinée aux développeurs. Et le premier jour, le keynote, il n'y a pas un mot sur le développement web. Et il n'y a pas un mot sur Flash. Et je me souviens qu'il y avait alors ensuite, après le keynote du premier jour, eh bien, il y avait des ateliers de discussion dans les autres salles. Et il y avait un séminaire, enfin un atelier de discussion, est-ce que c'est la fin de Flash? Et là, j'ai vu des gens qui disaient, oui, moi j'ai un business à 8 millions de dollars qui est uniquement basé sur Flash. Qu'est-ce qu'on fait? Et il y avait toute une discussion entre des gens qui voulaient admettre que Flash était fini sur plateforme mobile et d'autres qui disaient, ah mais c'est pas possible, vous vous rendez pas compte, vous tuez le web, etc. etc. Donc c'était vraiment un gros débat. Et en fait, il y avait quelqu'un qui disait, moi je regardais ça d'un coin et j'étais dans la salle et il y a quelqu'un qui disait, vous voyez, Steve Jobs avait raison, puisque moi 2 ans après, 3 ans après la sortie de l'iPhone, je n'ai toujours pas vu Adobe optimiser le plugin Flash sur plateforme mobile. Ils n'ont jamais réussi à faire un plugin qui fonctionne rapidement, qui consomme très peu, parce que tout simplement la technologie Flash est basée sur du vecteur qui doit être animé à 25 images secondes, 30 images secondes, voilà, en temps réel. Et donc, devant le succès d'iOS, Adobe annonce qu'ils mettent le paquet sur HTML5.
We at Adobe are betting on HTML5 because we believe that it will continue to be an incredibly important platform for delivering some of the world's best content experiences. Donc HTML5, ça va être génial. We are continuing to double down and Mais en même invest temps, in on Flash. continue à supporter Flash. You've probably seen this week's announcement. Yeah, there you go. Et vous voyez que les applaudissements sont You've probably très seen this mous week's announcement. parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. That we've now released the latest milestone releases of Flash Player 11 and Air 3. On vient de sortir Flash Yeah, go 11, ahead. la bêta, on vient We're de sortir tremendously excited R3. about these releases. En fait, les applaudissements sont très mous parce que la veille, il y a eu tous ces ateliers, etc., où on s'est rendu compte que Adobe était en train d'abandonner Flash sur plateforme mobile. Et entre-temps, on apprend que Apple n'installera plus Flash par défaut sur Lion, macOS 10, et qu'il y a énormément de restrictions sur Mountain Lion et Mavericks. Vous le savez, quand vous installez Mountain Lion ou Mavericks, vous voulez aller sur un site où il y a une publicité Flash, vous devez autoriser ce site pour afficher du Flash. Il y a une petite icône qui dit « Activer ce plugin ». Et donc, il y a un blocage permanent. Microsoft avait fait une analyse, et j'ai retrouvé l'article, où ils ont analysé en quelque sorte on va dire les 150 sites web les plus populaires dans le monde, et se sont rendus compte que la très grande majorité des zones qui utilisaient Flash, c'était essentiellement pour des publicités et quelques infographies, mais jamais pour du contenu vraiment informatif. Donc, Flash était essentiellement utilisé pour des banners publicitaires, et ils avaient prévu de carrément ne pas installer, comme Apple, Flash dans Microsoft Windows 8. Et c'est au tout dernier moment, quand Windows 8 est sorti, c'est la surprise générale, on s'est rendu compte qu'en fait, Flash était intégré, mais uniquement dans Internet Explorer, mais pas au niveau du système. Donc, si vous voulez lire du contenu Flash en dehors d'Internet Explorer dans Windows 8, ça ne fonctionnera pas si vous n'installez pas le plugin. Et normalement, bon, comme je dis ici, la décision a été modifiée plus tard, mais il y a quand même des restrictions. Ok, bon, avec une installation seulement dans Internet Explorer. Mais pire encore, vous connaissez Adobe Acrobat Pro, qui est le logiciel de création et de gestion de fichiers PDF. Et là où ça devient pire, c'est que depuis Acrobat 6, si je me souviens bien, 7, 8, 9, 10, et dans la version Reader, la version gratuite du lecteur, il y avait un lecteur Flash intégré. Ça veut dire que si vous ajoutez du Flash dans votre PDF, eh bien ça se lira dans Adobe Reader 10. Mais dans Acrobat Pro 11 et dans le Adobe Reader 11, Adobe a retiré le plugin Flash du lecteur. Donc, si vous achetez un ordinateur Macintosh avec Lion, Mountain Lion ou Mavericks, et que vous installez le Adobe Reader, et que vous ouvrez un PDF qui contient du Flash, eh bien, ce contenu Flash ne se lira pas. Il y a peu de gens qui savent cela, que Adobe a retiré le plugin Flash du lecteur de PDF. Et vu que dans InDesign, on peut ajouter des animations en Flash, que l'on peut prendre des animations Flash et les ajouter dans un PDF, ou InDesign exporte en PDF avec des animations Flash, eh bien, elles ne peuvent pas être lues sans que la personne ait volontairement installé ce plugin. Donc, si Apple met des restrictions sur Flash en ne l'installant pas du tout, si maintenant Adobe n'intègre même plus Flash dans le lecteur de PDF, et si Microsoft sauve un peu la mise au dernier moment en installant Flash, pas au niveau du système, mais au niveau d'Internet Explorer, eh bien, là où ce plugin se diffusait naturellement avec je me souviens de graphiques où on estimait que 98% des ordinateurs dans le monde étaient équipés du plugin Flash, eh bien, cette diffusion naturelle était fortement compromise et elle est actuellement elle est assez compromise. Alors, Adobe continue de soutenir Flash avec un nouveau moteur appelé Ribbon. Et en fait, Flash n'est pas mort véritablement,
puisque en fait, la majorité des jeux en ligne, notamment les jeux sur Facebook, que moi je n'ai jamais ouvert, hein, donc, mais on me l'a dit, que la majorité des jeux en ligne utilisent Flash. Par exemple, tous ceux qui jouent sur la fameuse ferme ou le Candy Crush, etc., etc., ce sont des jeux qui sont réalisés en Flash. Et là où Flash est très très fort encore, donc c'est dans les jeux en 3D et dans les bornes interactives. Pourquoi? Parce que ce sont des systèmes autonomes. Vous avez une borne, vous avez un ordinateur à l'intérieur, et alors en avant, on y va gaiement, on développe des choses en Flash qui sont très complexes, mais on ne lit pas vraiment du contenu qui vient du web. Et ça n'a rien à voir avec les plateformes mobiles. Donc c'est quelque chose qui va servir pour un ordinateur de bureau, hein, fixe, desktop. Alors j'ai ici, pour gagner du temps, j'ai fait une vidéo d'un jeu qui utilise un moteur 3D dans Flash. Et vous voyez par exemple ce site existe toujours, hein, donc si vous cliquez sur, vous tapez Nissan 3D Flash, vous devez tomber sur ce site. Donc j'ai fait une vidéo voilà, et vous voyez que tout ça est fait en Flash. La 3D est calculée quasi en temps réel. On peut changer la couleur de la voiture, hein. Donc vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec des vecteurs en 2D, hein, donc on est vraiment dans la 3D. Et on peut se balader, voilà, dans la voiture, on a tous les détails, donc tout cela est fait en 3D. Il y a un moteur 3D dans Flash, voilà, on se balade dans cet univers. Et à un certain moment, on est invité à cliquer sur Drive. Et avec les souris avec les flèches du clavier, eh bien, il suffit simplement de se déplacer et d'accélérer avec la flèche en avant, la flèche arrière, et on joue. Eh bien, tout ça, c'est possible maintenant grâce aux dernières versions de Flash. Ok? Alors, évidemment, on peut utiliser la souris pour se déplacer. Vous voyez, là, je me déplace autour de la voiture pendant que je suis en train de jouer. Donc, le Flash sur le web, c'est progressivement terminé. Et donc, il faut impérativement utiliser de nouvelles technologies pour créer des animations sur le web. Si maintenant vous avez une borne interactive à réaliser ou des jeux en ligne sur ordinateur de bureau, vous pouvez continuer à utiliser Flash. Mais Adobe ne fera plus de développement de Flash pour plateforme mobile. Flash sur plateforme mobile, c'est mort. Okay. Adobe a abandonné le projet et maintenant il se concentre essentiellement sur ce genre de solution. Alors, quels sont les principes de base de Adobe Edge Animate qui est censé remplacer Flash? Est-ce qu'Adobe Edge Animate remplace Flash? Non, ce n'est pas vraiment la bonne formulation, mais c'est un nouvel outil que l'on va donner aux graphistes et aux développeurs pour créer des animations. Donc on va créer des animations en HTML5, en JavaScript et en CSS3. Donc ce sont des standards ouverts, compatibles avec tous les systèmes d'exploitation, que ce soit des ordinateurs de bureau ou des plateformes mobiles. L'éternel logiciel Internet Explorer était encore en retard avec la version précédente sur HTML5 et CSS3. Donc maintenant c'est la version 10 d'Internet Explorer, oui, si je me souviens bien. Oui. Voilà, mais de toute façon Internet Explorer n'existe plus sur Mac, hein, donc on parle du monde Windows. Mais voilà, donc le but c'est vraiment d'utiliser une technologie qui pourrait être lue par beaucoup de navigateurs. Alors quel est le public cible? Ce sont les animateurs Flash actuels et à toutes celles qui n'ont rien compris à Flash quand ils l'ont ouvert la première fois. Je me souviens la première fois quand j'ai ouvert Flash, c'était il y a longtemps. J'avais dessiné un cercle sur la page, et puis à un moment, je prends la flèche noire, je veux déplacer ce cercle, et il y a un morceau qui s'en détache. J'ai essayé de comprendre pourquoi il se détachait, hein. Il y a un morceau qui s'est détaché, j'ai dû sélectionner le contour, quoi que ce soit. Je crois qu'après 1 minute, j'ai fermé Flash, et plus jamais je l'avais ouvert, parce que je ne comprenais absolument rien à la philosophie, malgré le suivi du mode d'emploi dès le départ. Donc voilà. Les motion designers, donc tous ceux qui ont l'habitude de After Effects en vidéo,
Mais même des graphistes 2D, hein, comme on les appelle, hein, des graphistes statiques, hein, qui font des choses statiques, mais qui vont pouvoir faire des animations, et bien sûr les développeurs web. Alors, quel est l'objectif de Adobe Edge Animate? D'abord, de proposer une base de travail qui, au départ, est zéro code. Donc, vous ne devez rien coder. Mais, à n'importe quel moment, un développeur JavaScript, alors, généralement, c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre le JavaScript que d'apprendre HTML et CSS. C'est vraiment JavaScript est un vrai langage de développeur, alors que pour ceux qui ont suivi le cours EPUB, vous avez vu que HTML et CSS, c'est pas forcément du développement. Hein. C'est plus un texte qui montre une structure logique avec des feuilles de style, hein, et on le formate. Ouais, évidemment, quelqu'un qui fait du développement HTML va dire oui, moi je suis développeur, mais je pars du principe que vous avez vu, c'est pas très compliqué de comprendre une page HTML et de l'éditer. Mais là, par contre, JavaScript, ça c'est un vrai outil de développement parce que ça utilise un code abscon que seuls ceux qui l'étudient le comprennent. Et un jour, j'ai demandé à un ami qui est un JavaScripteur combien de temps il me faut pour l'apprendre. Il m'a dit minimum 2 semaines de formation, de pratique, etc. Et après, ce sont des mois et des mois de maîtrise. Donc, c'est vraiment un autre mode de pensée et c'est une autre méthode de travail. Donc, ça, c'est les 3 principes de base. Des animations compatibles avec de nouvelles technologies, toucher le public le plus large possible et proposer une base de travail facile. Mais les développeurs peuvent ajouter du code en plus pour ajouter un certain nombre de fonctions. Alors, Adobe Edge Animate est inspiré de 2 logiciels. Vous voyez la capture d'écran grise, c'est une capture d'écran de Adobe After Effects, qui est un logiciel d'animation vidéo. Ne confondez pas les logiciels de montage vidéo. Le montage vidéo, c'est quand on assemble des séquences les unes à côté des autres. Mais quand vous avez des logos animés, des illustrations qui bougent un peu dans tous les sens, eh bien, généralement, c'est réalisé dans un programme comme After Effects. L'équivalent chez Apple, c'est Final Cut pour le montage et Motion pour les animations. Et donc, à côté d'After Effects, vous avez Flash, logiciel bien connu pour les animations web. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le meilleur des 2 logiciels. Et ici, la gestion du temps et des images clés, donc tout ce qui est temporel, c'est-à-dire cette animation se joue de tel endroit à tel endroit, en 3 secondes, etc. Ce concept-là, ils l'ont récupéré d'After Effects. Ce que moi, je n'avais rien compris, effectivement, en Flash, alors que j'utilise After Effects maintenant depuis plus de 15 ans. Et apprendre After Effects est très très simple. Ça a l'air d'être... mais je me souviens qu'à l'époque, After Effects 3.1, c'était en 97. Il m'a fallu 1 heure pour chipoter un peu dans After Effects et j'ai vite compris. Alors que Flash, après 1 minute, j'ai dû abandonner parce que ça me paraissait complètement bizarre. Donc c'est un puissant logiciel d'animation pour gérer le temps et les images clés. On verra ce que sont les images clés. Par contre, la gestion des objets en tant que tels, les symboles, la notion de symbole, ça vient de Flash. Et vous allez voir qu'en fait, quand on pour ceux qui sont dans Flash, vous allez voir que dans Adobe Edge Animate, vous allez retrouver des éléments de Flash, alors que ceux qui sont dans After Effects vont retrouver ailleurs des éléments d'After Effects. Et donc, les gens, objectivement, chez Adobe, ont dit, quel est le meilleur outil pour faire des animations? C'est After Effects. Et quel est le meilleur outil pour gérer les objets web, etc. C'est Flash. Eh bien, ils en ont fait une fusion. Et voilà ce que ça a donné Adobe Edge Animate. Alors, ça sert. La question c'est est-ce que ça sert à rien d'apprendre Flash et After Effects? Je dirais qu'il faut apprendre After Effects si on fait de la vidéo. Voilà, si on fait uniquement de la vidéo, After Effects c'est un standard dans l'industrie du cinéma, de la télé, voilà. Mais par contre, Flash, c'est vrai qu'on peut commencer à ne plus l'installer dans son Creative Cloud. Alors, Edge Animate bénéficie d'un développement case de départ. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas repris Flash ou After Effects, enregistré sous, et en avant on adapte le code. C'est vraiment un logiciel qui est écrit de
au départ d'une page blanche. Alors il s'inscrit dans une vaste politique HTML au lieu de Flash pour répondre aux défis du web moderne. Et vous voyez qu'il y a cette page html.adobe.com. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir cette page et vous allez voir que Adobe a mis en ligne une page qui est uniquement consacrée à l'HTML pour le web moderne. Et vous voyez qu'il y a toute une série de services qui sont proposés par Adobe. Alors, ces services sont, voilà, je vais venir ici, vous voyez qu'il y a Edge Animate pour les animations, Edge Reflow pour les gabarits, donc on va dire que c'est la mise en page, la structure de base, gabarit. Edge Reflow est un logiciel qui permet de faire des mises en page qui s'adaptent automatiquement en fonction de la largeur des écrans où les pages seront lues. C'est un outil toujours en phase de bêta, mais qui est assez étonnant. Edgecode, c'est un logiciel pour développeurs, mais qui révolutionne la façon dont les développeurs écrivent le code. C'est une aide à l'écriture du code. Edge Inspect, c'est un logiciel qui est assez étonnant parce que vous êtes en train d'écrire du code ou de travailler dans Edge Reflow pour faire la mise en page de base, et vous avez connecté un téléphone, une tablette Samsung, un iPad, vous avez 10 téléphones différents, 15 tablettes autour de vous, et il suffit que vous changiez la virgule d'un code et les pages se mettent à jour automatiquement en temps réel en moins d'une seconde sur tous les appareils qui sont branchés. Et vous voyez en temps réel ce que ça donne sur la page finale, alors que d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On doit charger la page sur chaque appareil. Non, ça fonctionne sur le principe du push en fait. Donc ça envoie les instructions immédiatement et vous visualisez le résultat immédiatement. Edge Web Fonts, c'est un certain nombre de polices de caractères qui sont spécialement dessinées pour être utilisées uniquement sur le web, mais Adobe a racheté Typekit, qui est une société qui, et on va en parler de Typekit, puisqu'on va intégrer des polices de caractères fantasy ou spécifiques dans les animations Edge ou dans Muse. Donc il y a des modules intégrés. Donc ce sont des polices de caractères spécialement écrites pour être utilisées sur des sites internet et qui sont hébergés sur des serveurs, donc nous allons voir tout ça. Et Phone Gap Build, c'est vraiment pour les développeurs qui veulent faire des sites internet pour téléphone, pour plateforme mobile, où ce sont des modules prêts à l'usage en quelque sorte, qu'il suffit d'éditer. Par contre, vous voyez que ici, dans le mode open source, Adobe propose toute une série de technologies pour le web. Et il faut savoir que le web, c'est un consortium de différents acteurs dans l'industrie informatique, dans l'industrie du web, où on propose HTML3 à une certaine année, puis on propose les spécifications de l'HTML4, puis on a l'HTML5 qui est en cours de validation, et Adobe propose un certain nombre de technologies, et notamment, il propose ce qui paraît totalement évident pour les gens du print, des blocs texte chaînés sur le web. Par exemple, un bloc texte qui est chaîné avec un autre bloc texte, eh bien, Adobe propose ce principe des régions, ils appellent ça les régions, où un texte pourrait couler d'une zone à l'autre, et en fonction du redimensionnement de l'écran, eh bien, ces blocs texte vont changer de position, vont se redimensionner, automatiquement. Voilà. Et donc, vous avez aussi un certain nombre de liens, etc. La seule chose qui est intéressante ici, c'est que vous voyez par exemple ici, si je vais dans Adobe Edge Animate, Web Tools and Services, voilà, eh bien, vous avez une page qui vous montre c'est quoi Edge Animate, qu'est-ce que l'on peut faire avec. C'est une présentation, simplement. Et vous voyez ici des exemples de pages. Donc, par exemple, je vais cliquer ici. Et Two Birds as Responsive Feather. Vous voyez par exemple ici vous avez une page et si on attrape la poignée latérale de l'écran, regardez ce qui se passe. Vous voyez comment l'animation s'adapte en fonction de la largeur. Là on est sur un téléphone. Et là, on est sur un ordinateur de bureau.
Alors, pendant les 2 premiers jours de cours voilà, sur Edge Animate, je ne vais pas vous apprendre à faire cette animation qui s'adapte en fonction de la largeur, parce que c'est encore trop compliqué. Mais je vous donne, dans le dossier d'exercice, un dossier où il y a une vidéo qui vous explique comment au moins animer proportionnellement cette animation flash. Vous voyez que là, ici, l'animation flash change de mise en page. Vous voyez comment est-ce que tout devient plus petit à un certain moment, les éléments se réadaptent. Mais dans la formation ici, dans le dossier d'exercice, dans Exemple, je vous donne ici Scale to Fit. Vous avez le fichier, ce fichier exercice, et le code qu'il faut taper, etc. Mais aussi et surtout ce site web. Enfin, ce site web, c'est un blog, c'est un lien. Il vous suffit de cliquer. Et la personne ici va vous montrer dans une vidéo de quelques minutes. Elle vous dit, vous copiez ça, vous collez ça là, vous changez les noms, etc. Et vous allez pouvoir faire ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire une animation qui se réadapte. OK ? Alors, Edge Animate, vous allez voir quand vous allez travailler dedans, c'est un logiciel très léger, ça se lance en 1 ou 2 secondes, et c'est très rapide. Parce qu'en fait, ça ne traite que quelques dizaines, quelques centaines de kilooctets de données. Donc c'est un logiciel qui est très facile à utiliser, et il n'y a jamais, on va dire, de problème de rendu ou d'attente, voilà, ou de lenteur. C'est rapide et immédiat. Donc il utilise des standards ouverts comme JavaScript et CSS3. L'idée générale, c'est que dans la majorité des cas, vous ne devez vous occuper de rien. Vous déplacez un objet, vous ajoutez une animation, etc. C'est Edge qui, en tâche de fond, génère le code. Okay ? Et quand vous avez terminé, ben, c'est fait, la page est faite, et vous exportez. On va pouvoir exporter sur différentes plateformes, ou bien vous intégrez carrément le petit dossier que vous avez édité, et vous l'intégrez dans un site web. Alors, je me souviens, lors des toutes premières versions, et ça c'est une question que vous allez vous poser souvent, c'est que les toutes premières versions de Edge, on nous présentait des animations simples, je déplace un objet, mais à un certain moment, on voyait que la personne qui faisait la démo disait « Ah, pour faire ça, j'ouvre le code et je commence à ajouter du JavaScript. » Et là, vous aviez donc la moitié de la salle qui était donc composée de graphistes et qui ne comprend rien. Mais en fait, à chaque nouvelle version de Edge, il rajoute des fonctions orientées objet, c'est-à-dire des boutons qui facilitent la création d'un certain nombre d'animations. Mais comme je vous l'ai dit ici, il y a un moment où on ne peut pas tout le temps avoir des boutons partout pour n'importe quelle fonction. Donc, à chaque nouvelle version, vous allez voir que le besoin d'ajouter manuellement du code se réduit, mais l'autre point fort d'Adobe Edge Animate, c'est que, pourquoi je dis mais, parce que le mais va dans les aspects, les points faibles, c'est que vous allez pouvoir facilement exporter vos animations Edge pour les importer ensuite dans Adobe Muse, dans Dreamweaver, parce qu'il y a une fonction dédiée dans Dreamweaver qui s'appelle importer animation Edge. Vous l'importez, pouf, c'est fait, voilà. Dans DPS, qui est l'outil de création de magazines électroniques, dans iBooks, qui est l'outil de création de livres électroniques Apple, et dans macOS 10. macOS 10 avec la possibilité de créer des animations pour le dashboard, par exemple. Donc, comme vous le savez, ce sont des petites animations qui sont faites en HTML. Hein, vous voyez, les dashboards. Eh bien, vous allez, si vous avez un développeur sous la main qui va vous aider à faire ceci, vous pouvez déjà faire le design global dans Edge et exporter, par exemple, des widgets. OK ? Donc ça, c'est pour les points forts. Et ça, nous verrons, soit c'est aujourd'hui, soit nous le verrons demain. Imaginez que vous avez un site internet existant. Eh bien, par la magie de l'outil, vous allez pouvoir prendre un site internet existant et animer les éléments qui étaient statiques sur ce site, sans perturber le code du site. Et de pouvoir simplement dire, ben voilà, j'upload le site et j'ai animé des éléments d'un site. Vous allez voir,
C'est une des fonctions qui, quand je les montrais à des développeurs web, ils étaient un peu bouche bée, ils étaient assez surpris par cette possibilité. Alors, quels sont les points faibles d'Edge Animate? Alors, pensez que l'on aura un logiciel zéro code où tout sera, comme dans InDesign, accessible via des fonctions avec des boutons, etc. Ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que le langage JavaScript étant tellement infini en matière de possibilités qu'il est impossible de charger Adobe Edge Animate avec toutes les possibilités de conditions, d'animation, de restrictions, etc. Donc il y a toujours un moment où vous pourrez améliorer le comportement de Edge Animate avec des fonctions que vous devrez ajouter sous forme de code. Mais je vous donne suffisamment de ressources pour aller sur des sites où ils vous disent « Vous voulez ça? Voilà le code, vous le copiez à cet endroit-là, vous faites ça, ça et ça, vous remplacez le nom et vous allez pouvoir l'obtenir. » Ok? Parce que même si on transforme l'interface d'Edge Animate en cockpit d'avion, ce ne sera pas suffisant pour faire toutes les possibilités que l'on peut avoir en JavaScript, qui est essentiellement un outil utilisé pour l'interactivité, les animations interactives. Si je fais ça, ça bouge à cet endroit-là, ça disparaît à cet endroit-là, ça apparaît là, etc. Enfin voilà. Alors pour l'instant, Edge Animate ne gère pas encore les ressources audiovisuelles. Ajouter du son ou de la vidéo se fait manuellement. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour ajouter de la vidéo. Et bon, peut-être qu'il y aura une prochaine version de Edge qui va sortir dans 3 semaines, dans 2 mois, où on va pouvoir ajouter la vidéo, mais pour l'instant, c'est une opération qui se fait à la main. Si. Je ne dis pas que le son ne sera pas géré. Je dis qu'il n'y a pas de module d'importation d'un fichier vidéo. C'est-à-dire, vous voulez importer une vidéo, quand vous faites fichier importer, eh bien les vidéos ne les importent pas. Donc il faut les ajouter à la main. C'est le même principe, on doit ajouter le son par après. On doit importer le son et l'ajouter après en écrivant du code. Mais je vais vous montrer un exemple. Alors pour l'instant, on ne peut pas mettre à l'échelle une animation. Ça, c'est une chose que à laquelle vous devez faire attention. C'est-à-dire que si vous réalisez une animation de 600 pixels sur 400 et que vous l'importez dans Muse, eh bien vous ne pourrez pas réduire cette animation. Elle fait 600 sur 400. Donc pour l'instant, vous devez faire attention de toujours préparer vos animations au pixel près en fonction du média où vous allez l'importer. Mais je vous ai montré il y a quelques minutes que vous avez la possibilité de le redimensionner, mais ça vous devez alors suivre pour ça vous devez suivre les instructions de la vidéo et d'ajouter le code nécessaire. Mais vous importez l'animation dans Dreamweaver, dans DPS, dans Muse, etc. Vous ne pouvez pas redimensionner l'animation. Pour l'instant, ce n'est pas possible, mais ils y travaillent. Ils sont conscients que c'est quelque chose qui doit être fait. Dans Adobe Edge Animate, on doit sûrement cocher une case pour dire voilà, je veux que cette animation soit redimensionnable. Alors, par comparaison, dans Flash, il y a un autre langage de développement qui est utilisé dans Flash qui s'appelle ActionScript, qui a connu différentes évolutions avec la version 3 qui était assez spectaculaire en termes de rapidité d'exécution. Mais pour l'instant, ActionScript dans Flash est beaucoup plus puissant dans ce monde des animations. Je ne dis pas que ActionScript est plus puissant que JavaScript, je dis simplement que quand il faut faire des animations dans Flash avec des conditions, avec des animations temporelles, etc., où il faut dire que si je clique là, alors tu provoques ce genre d'action, etc., ActionScript a été vraiment pensé pour un outil comme Flash qui sert à faire des animations en ligne, et ActionScript est à cet égard encore très puissant. Et il ne faut pas oublier que Flash et ActionScript peuvent faire des choses qui sont beaucoup plus sophistiquées que ne le permet encore l'HTML5. Hein, l'HTML5, c'est encore très simple par rapport à Flash et ActionScript. Donc si un jour vous avez un client qui vous dit je veux une borne interactive avec un truc qui fait Hollywood, il y a de fortes chances que vous préfériez Flash encore plutôt que d'utiliser l'HTML5. Okay. Alors,
puisque ça utilise des standards ouverts, vous ne pouvez pas protéger votre code. Par exemple, on peut protéger un code JavaScript en faisant un JSBin, qu'on appelle ça une version binaire, mais si vous voulez protéger votre JavaScript que vous avez écrit, il y a moyen de le faire, mais vous devez faire appel à un développeur. Mais tout le code est visible. Donc si vous mettez votre animation en ligne, si quelqu'un pompe votre site web, eh bien, il aura accès à tout le développement. Ok. Donc c'est ce que veut Apple prétendument. Enfin, voilà. Alors quel est le flux de travail de Adobe Edge Animate? Où se situe-t-il entre les logiciels? Comment ça fonctionne? Eh bien, vous voyez que j'ai mis au milieu la galaxie HTML5 de Adobe avec les différents outils, Edge Code, Edge Reflow, Web Fonts, etc. Et vous avez la possibilité soit de créer une animation au départ d'une page blanche, ou bien d'importer des éléments vectoriels, des éléments transparents faits de pixels, par exemple les PNG. Vous avez un montage Photoshop avec de la transparence, vous enregistrez ça en PNG et vous l'importez dans Edge Animate. Pour l'instant, vous ne pouvez pas importer un fichier Photoshop. Vous devez exporter le fichier PSD en PNG transparent, si transparence il y a. Vous ne pouvez pas importer un fichier AI dans Adobe Edge Animate. Vous devez l'exporter au format SVG. Par contre, vous pouvez ouvrir un site internet existant directement dans Adobe Edge Animate et animer les différents éléments et ensuite enregistrer tout simplement. Ensuite, quand vous avez fini de travailler ici dans Adobe Edge Animate, vous pouvez exporter vers InDesign pour faire du DPS et des magazines enrichis, l'importer dans Muse pour l'ajouter ajouter l'animation dans un site internet, dans Dreamweaver aussi, mais aussi dans iBooksAuthor, qui est le logiciel d'Apple pour faire des livres électroniques. Ce sont des EPUB à la sauce Apple, ils ne respectent pas forcément la norme, mais voilà. Mais vous créez une petite animation, elle peut être récupérée dans iBooksAuthor. Attention, iBooksAuthor a énormément de restrictions. Vous devrez parfois faire des modifications importantes si vous n'y avez pas pensé avant dans votre animation Edge Animate si vous voulez l'exporter pour iBooksAuthor. Tout ce qui fonctionnera dans Dreamweaver, Muse et InDesign, pas de problème, mais il faut parfois modifier un certain nombre de fichiers dans une animation Edge Animate. Les GIFs, par exemple, les SVG pour l'instant ce n'est pas lisible, donc il faut transformer en GIF un certain nombre d'images pour l'importer dans iBooksAuthor. Et ça on verra l'après-midi du deuxième jour. Et on exportera pour chaque plateforme et on importera dans chaque logiciel et on verra comment ça fonctionne. Le fichier ressources que je vous ai donné, donc avec le mode d'emploi en français qui existe, donc je vous donne un certain nombre de liens et c'est le fichier texte que je vous ai donc donné avec un certain nombre de données importantes comme le forum en anglais, mais vous avez aussi le site web le blog, ou plutôt le site web de Paul Trani, qui est un évangéliste Adobe. Et vous voyez que par exemple, ici, Edge Tools and Services, voilà. Et il vous propose toute une série de tutoriaux. Je vous ai montré celui-là. Par exemple, tiens, on va voir celui-ci. Donc on n'aura pas vraiment... Vous voyez, c'est le genre de choses. Économiseur d'énergie Safari. Cliquez pour lancer le module Flash. Donc je dois cliquer dessus. Et il explique comment réaliser un effet de parallaxe. Hello, my name is Paul Trani, and I want to show you how you can Voilà, je vais directement aller sur Edge Animate.
So here is my timeline for this project, Voilà. and Et I'm en fonction du using déplacement some de la CSS souris ou blur du doigt sur filters. As I l'écran, select one of on these, crée un you can effet see de the parallaxe filters avec un effet de as, perspective. this Et toute la vidéo specific explique comment le faire, et object, je vous ai donné le fichier d'exercice. starts to Donc, actually blur out vous allez over pouvoir time. ouvrir le fichier d'exercice et Okay, so that's what recréer happens complètement here, and you can see it blur out. It focuses cet on effet. the foreground and Mais vous the allez voir que background. And I like this, quand vous this allez, look because this animation will just vous allez voir que quand on va voir comme déjà les fondamentaux, vous allez vite comprendre comment est-ce que ça fonctionne et vous allez pouvoir le recréer pratiquement de vous-même. La seule chose qu'il faut faire ici dans ce fichier d'exercice, c'est qu'il donne juste quelques lignes de code, des copier-coller au bon endroit pour que le système reconnaisse le déplacement d'un doigt sur la tablette de droite à gauche, et pas de la souris. Ok ? Parce que vous ne cliquez pas pour déplacer, c'est un swipe, enfin soit, mais c'est pour reconnaître le déplacement de droite à gauche, c'est tout. Mais tout le reste, vous allez, avec ce que je vais vous montrer, vous allez pouvoir le recréer vous-même avec les fondamentaux. Mais nous allons d'abord voir une page blanche de Edge, puisque c'est comme ça que l'on va commencer. Et puis nous allons faire notre premier dessin et étudier l'interface. Il y a 6 parties principales dans l'interface. Nous allons enregistrer un fichier et nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un fichier Edge. Comment est-ce qu'on l'enregistre et quelles sont les conséquences sur le disque dur. Quelles sont les choses que l'on pourra jeter, quelles sont les choses qu'on ne pourra pas jeter. Très important. Puis ensuite, on importera des images. On les préparera dans Photoshop et Illustrator pour les importer. Et puis ensuite, on va les animer. On va utiliser le panneau scénario. On va faire des animations avec les différents modes de transition. Et puis à un moment, on va commencer à ajouter du code, de l'interactivité. Vous allez voir que vous êtes même aidé pour ajouter du code. Il y a des boutons qui disent, tiens, je veux ajouter une fonction, je clique, il ajoute du code et vous n'avez qu'à adapter les informations. On va ajouter des polices web. On va faire du graphisme réactif. C'est-à-dire qu'en fonction de la largeur de l'écran, vous allez distribuer correctement les objets pour qu'ils s'adaptent automatiquement. Okay. On va voir la notion de symbole, tout ça c'est à partir de déjà la deuxième journée, modifier un site existant. On va exporter une animation pour différentes destinations, et puis on verra les différentes méthodes d'exportation. Donc il y a une préparation à l'exportation, on verra que ça se prépare, on importe, et on exporte, et puis on importe dans Dreamweaver, Muse, DPS, iBooks, Author, etc., etc.